À la une, accès cadenassé, barrage filtrant, la grève illimitée a bien démarré à la CTG ce matin. La question de la préparation de l'actuelle collectivité et les disparités de traitement entre les agents agitent toujours autant. On fait le point dans cette édition. Et celle-ci se poursuit. Les agents du collège Auguste Dédé à Rémy-Montjoly n'ont toujours pas repris les cours. Mobilisés pour dénoncer leur non-classement en zone d'éducation prioritaire, ils attendent des réponses favorables de l'académie. 4 écoles risquent de rejoindre le mouvement dès demain. Enfin, la Cour de cassation a rendu son verdict ce matin. L'ancien président de région martiniquais et ses proches seront finalement jugés à Paris dans l'affaire dite Green Parrot. On en parle dans quelques instants. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition. C'est donc à l'appel de l'UTG qu'une partie des agents de la collectivité territoriale ont débuté une grève illimitée ce matin. Les entrées de la cité administrative ont été verrouillées. Un barrage filtrant permettait l'accès pour les non-grévistes. Une mobilisation visant, on le rappelle, à réclamer l'égalité de traitement entre tous les agents de la collectivité. Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. Des pneus, des palettes, un barrage de fortune mis en place depuis 4 heures ce matin devant l'entrée de la collectivité territoriale. Le syndicat UTG de la CTG entame une grève illimitée. La semaine dernière, un préavis avait été déposé avec 12 points de revendication, notamment la fin d'une discrimination entre les agents de l'ancienne région et l'ex-conseil général. Mais selon le syndicat, aucune réponse concrète n'a été apportée et la situation empire. Il s'agit en tout cas de mettre le personnel sur le même pied d'égalité en termes de traitement, d'organiser la CTG et prioritairement les fonctions support, donc les services doublants, où les personnels encadrent en tout cas sont en souffrance puisqu'ils ne savent pas à quelle enseigne ils seront logés. Donc c'est la souffrance, ne pas savoir où on est, ne pas savoir à quelle sauce on sera mangé, puisque c'est de la pression, c'est du chantage, c'est tout ça qui se passe au fait pour les agents quotidiens. Autrefois en intersyndical avec l'UTG, les membres du SPAT ont décidé de ne pas faire partie de cette grève. Selon le syndicat général, des solutions ont d'ores et déjà été apportées, notamment sur les questions de tickets restaurants, d'organigramme et d'organisation du temps de travail. Pour lui, tout est une question de temps. Je suis le premier à dire qu'on a des revendications syndicales. Nos collègues, certains de nos collègues et en majorité de l'ancien conseil général ont des conditions de travail difficiles, mais c'est pas qu'on construit une collectivité comme celle-ci. C'est pas du jour au lendemain de coup de baguette magique parce qu'elle n'existe pas, cette baguette magique. Donc il faudra qu'on aille point par point, les points les plus importants d'abord, et on arrivera un jour. Mais faire en sorte de mettre bout à bout et en opposant systématiquement la situation supposée de l'ancien conseil régional avec la situation supposée de l'ancien conseil général, on n'avancera pas. Après 9 mois d'existence, la CTG connaît sa première grève illimitée. Une grève qui ne touche pas uniquement l'île de Cayenne. Des agents de 11 communes de Guyane se sont eux aussi mobilisés aujourd'hui. Et nous recevons ce soir comme invitée la députée de la 2e circonscription, Chantal Berthelot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Chantal Berthelot, vous qui étiez candidate à la collectivité territoriale, quel est votre regard sur ce conflit aujourd'hui ? Je dirais que malheureusement, on a le constat que les choses n'avaient pas été anticipées de la part des deux exécutifs, comme de la part peut-être aussi des syndicats, puisqu'il y avait une commission mixte qui était chargée de retravailler tout ça. Mais c'est un fait. Sauf qu'aujourd'hui, 9 mois après, la CTG est en place. J'ai pu me renseigner, il y a eu effectivement des discussions. Mais il faut qu'effectivement que le président entende s'il y a des souffrances aussi bien dans l'île de Cayenne que dans les autres territoires de la Guyane, puisqu'en tant que député de la 2e circonscription, j'ai quelques remontées. Donc il faut entendre, mais on le savait tous. Mais tous collectivement élus comme, je dirais, agents des deux collectivités, que ce ne serait pas simple. Il y a 2 cultures, 2 collectivités à mettre en place. Il y a une vision partagée à faire admettre et il fait une organisation aussi. Donc ça prendra du temps, mais il faut entendre ce qui se passe et voir dans le dialogue social, à construire cette CTG-là, mais ensemble. Que le personnel, et qui n'est pas encore, j'entends, oui, ex-région, ex-département. C'est ça, on entend souvent ce conflit, cette opposition entre l'ex-région, ex-conseil général. Mais parce que c'est 2 cultures différentes. Mais il faut qu'on arrête, il n'y a plus. Il y avait, il n'y a plus. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour les 2 côtés, ça va pas être simple. Mais il faut
qu'ils apprennent à travailler ensemble et les élus doivent accompagner ce changement, car tout changement n'est jamais facile. Tout autre chose maintenant, Chantal Berthelot, la Guyane, on le sait, est touchée par un afflux important de migrants. Depuis le 1er janvier 2015, plus de 1800 dossiers ont été déposés à la préfecture de Guyane, soit déjà le double par rapport à l'année précédente. Autre exemple, cette année, le CASNAB, dont on a pu parler dans l'actualité ces derniers jours, a reçu, rien que pour la rentrée, 600 dossiers de demande de scolarisation d'enfants étrangers. En tant que parlementaire, quel est votre point de vue? Que faut-il faire pour gérer cet afflux? Je crois qu'il y a peut-être deux niveaux de réponse que je me permettrai de vous donner. La première, c'est vrai que c'est une situation inacceptable, inadmissible que nous vivons en Guyane à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, le préfet a pris une décision, qui est une décision que j'appuie. Parce qu'au vu de ce qui se passe, il n'avait pas le choix de dire « je ne reçois pas ». Même s'il y a effectivement à l'heure actuelle, je dirais, au tribunal, il a des recours. On est dans le monde. On est dans le monde. Donc, ce qui se passe au Brésil nous touche, ce qui se passe au Suriname nous touche. Donc, nous avons un afflux, même plus loin de manière générale. On a eu la migration syrienne par rapport à ce qui se passe. Bon, donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous subissons comme partout ce qui se passe. Sauf que nous, en Guyane, nous n'avons pas les structures ou les infrastructures pour supporter ça. Donc, on a une situation qui est très délicate et qui est compliquée. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, face à ça? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, tout d'abord, je crois que le préfet, en fermant, je dirais, l'accueil sur les demandes d'asile, il y a un statut bien particulier. Je rappelle que la demande d'asile est couverte par le droit à l'international, ce n'est pas un droit français, donc c'est une chose bien précise. Ensuite, on a effectivement rappelé le droit, dire que l'immigration en Guyane illégale est interdite, et là-dessus, il faut que l'État fermement rappelle le droit. Tranche pas, rappelle le droit, c'est interdit, illégal. Ceux qui viennent en situation régulière, c'est autre chose, mais on voit bien que tout cet afflux, elle est de manière irrégulière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut encore, même si ça peut paraître à long terme à la population qui subit au quotidien ça, on l'a vu par le CASNAV et autres, c'est de renforcer une coopération régionale. Il faut renforcer une coopération régionale. Le Suriname a fait sa part en disant « je demande dorénavant un visa aux Haïtiens pour venir ». Mais ce qu'ils disent, quand ils ont le visa, ils ne peuvent pas les empêcher non de circuler sur le territoire et éventuellement de se rapprocher de la Guyane parce qu'ils sont francophones, donc c'est plus facile de s'adapter en Guyane qu'un pays francophone qu'effectivement du Suriname ou ailleurs. Donc il faut, être ferme, rappeler les règles de droit, être très ferme, et j'appelle à une co-construction sur un système, sur un schéma de l'immigration en Guyane entre l'État et les collectivités locales. Parce que c'est elles qui subissent de plein fouet, on le voit bien, sur la scolarisation, sur l'hébergement, etc. Finalement, le problème se situe à plusieurs niveaux. Donc, vous parliez de la scolarisation, il y a aussi la santé, l'hébergement, et on n'est pas en mesure aujourd'hui d'absorber ça. Déjà, on a des difficultés, je dirais, par rapport à la population qui existe. En plus, cet afflux, on n'a pas. Et comme vous le dites, et c'est important en termes de santé publique. La Croix-Rouge dit qu'effectivement, elle a 5 semaines, son agenda est plein, donc elle ne peut pas absorber, elle n'a pas le personnel adéquat. Peut-être, si vous me permettez un petit peu, en urgence, il faudra un moment donné en urgence, comme l'OPRA, on va envoyer des agents pour régler les problèmes, je dirais, des demandes d'asile. Il faudrait qu'en urgence, on ait du personnel renforcé de Croix-Rouge, parce que là derrière, on a un problème de santé publique qui risque de se passer. Il ne faut pas qu'on soit fermé à ça, il faut faire attention. Parce que les virus, ça ne demande pas si les gens sont en situation régulière ou pas. Vous étiez déjà en train d'en parler. L'Office français de protection des réfugiés a annoncé enfin l'ouverture d'une antenne en Guyane. 10 ans après la création d'une antenne pour les Antilles, le temps de traitement va finalement être réduit. Donc ça peut faciliter cette situation pour les étrangers. Pour autant, le problème n'est pas résolu. C'est-à-dire que les structures ne sont toujours pas créées. Antoine Karam a d'ailleurs posé une question le 29 août dernier au gouvernement. La réponse, c'est que il va falloir attendre. Il va falloir attendre quelque chose qu'on va décider, quelle que soit la décision que prendra le gouvernement, ça prendra entre guillemets du temps. Vous avez vu par exemple, même si je compare pour certains qui peuvent paraître ne pas être comparables, la ville de Paris fait des hébergements, à un moment donné, on doit là aussi faire face, ne pas ouvrir tous des droits. Pour ça, je dis qu'il y a des situations particulières, on n'ouvre pas des droits, mais on accueille. Accueillir veut dire quoi? Veut dire un hébergement décent, en termes de santé, parce qu'en termes de santé publique, ça a des répercussions, et il faut que le droit s'applique. Les gens qui ont droit
oui. Ceux qui n'ont pas droit, non. Il y a effectivement des décisions très claires que l'État doit prendre là-dessus. Il est possible aujourd'hui, en tant que parlementaire, de proposer des lieux, de proposer des structures déjà là pour accueillir les réfugiés en Guyane? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que la co-construction, et j'y tiens beaucoup, doit se faire entre les exécutifs locaux, les maires et l'État. Parce que vous voyez, par ailleurs, je prendrai pas l'exemple de la jungle de Calais, la mairie de Paris décide de faire quelque chose. La mairie de Cayenne avait à un moment donné fait un effort de dire j'accueille, rappelez-vous, dans une école. Après, elle ne peut pas parce que la rentrée scolaire s'est faite, mais il faut qu'il y ait des moyens qui soient donnés à ce moment-là pour accueillir correctement. Accueillir ne veut pas dire accepter. Les gens qui ont des droits, oui, ceux qui ne peuvent pas avoir des droits, ils ont à ce moment-là une décision de l'État qui dit vous devez regagner votre territoire d'origine ou repartir. Donc, là, mais il faut rappeler le droit. Et ça, je crois que le préfet, en tous les cas, et même le gouvernement, entend dire qu'il faut appliquer le droit et le faire respecter. D'accord, parce que finalement, on a quand même remarqué que personne ne respecte réellement cette loi-là. C'est-à-dire que les personnes qui sont déboutées quand elles ont fait une demande, notamment les demandeurs d'asile, parce que 94% d'entre eux sont rejetés, ils restent sur le territoire guyanais parce que c'est la France. C'est pas parce que c'est la France, c'est parce que dans tout cas de figure, je dirais où ils ne savent pas où aller, où ils veulent rester. Ils ont quand même un pied à terre quelque part où ils savent qu'ils seront ils se mettent en situation illégale, plus ou moins acceptés. Non, la loi est claire. Je crois que non, on ne peut pas dire ça. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut avoir les moyens de prendre ces personnes et de les ramener chez elles. Et on voit bien le coût que ça a donné, mais il faut rappeler la règle. La règle est de dire quand on a un arrêté d'expulsion, la personne est expulsable. Après, pour faire respecter cet arrêté, c'est effectivement autre chose, mais c'est encore une compétence régalienne de l'État de faire respecter ces décisions. Quand je dis, je rappelle au droit dans tout le sens des termes, c'est-à-dire que la décision elle est prise, on fait respecter la décision derrière. Donc il y a effectivement après, il faut donner les moyens de faire respecter cette expulsion et de faire le nécessaire. Disposition peut-être aussi de la part des autorités. Quelle disposition? Je crois que là aussi, on a une réalité, notre territoire, et nous sommes sur un continent, on part sur une île. Quand vous avez des personnes qui sont d'origine, que ce soit du Venezuela ou d'ailleurs, d'Haïti, sans stigmatiser une population à une autre, il faut la ramener ces personnes chez elles. On voit bien les distances, comment elles sont. Et ça, effectivement, on avait fait l'inventaire en disant c'est un coût non négligeable, mais en même temps, la Guyane ne peut pas, elle non plus, supporter parce qu'elle n'a pas les moyens, on ne donne pas les moyens de pouvoir ou accueillir, avoir les infrastructures nécessaires. Donc, dans deux cas de figure, c'est encore à l'État. C'est la responsabilité de l'État. Quand je dis ça, je ne renvoie pas l'État en disant c'est facile, c'est l'État. Il y a des compétences qui sont, je dirais, distribuées. La compétence de l'immigration est de l'État. La sécurité du territoire, c'est de l'État. Et de faire respecter la loi et le droit, c'est aussi la compétence de l'État. Merci Chantal Berthelot, on l'aura compris. Il y a beaucoup de travail encore à faire sur ce point. Sur ce sujet. Quand même, avant de se quitter, vous vous en doutiez peut-être, on va vous poser la question. Êtes-vous candidate pour les élections législatives l'année prochaine? Alors, je ne sais pas si je m'en doutais, me poser la question, mais vous venez de finir en me disant qu'il y a du travail. Oui, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail toujours. Un mandat, c'est jusqu'en juin 2017. Vous voyez bien qu'au jour d'aujourd'hui, la situation de la Guyane fait qu'on a beaucoup. Déjà, nous avons des sujets, je dirais, endogènes. De manque de développement, de manque de logement pour la population qui vit en Guyane, d'aménagement de ce territoire. En plus, nous sommes dans le monde et ce monde-là fait que nous subissons nous aussi ce qui se passe dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a du travail. Il y a du travail à faire. Donc mon énergie aujourd'hui est plutôt fixée sur ça et en temps en heure, je dirais, quelles sont les décisions que je prendrai pour un avenir. Une jolie pirouette, si je peux me permettre. C'est pourtant ce qu'est la réalité pour moi. Alors, je me permets quand même de vous poser la question. Vos forces, est-ce que vous allez les utiliser pour les présidentielles? Bien sûr, bien sûr. Puisque à quel niveau? Nous sommes en politique, hein, ça veut dire qu'effectivement, toute élection a une répercussion sur le citoyen, et encore plus c'est présidentiel. Un candidat? Donc, nous avons des primaires à gauche. Des primaires qui vont s'ouvrir, le président de la République dira lui-même s'il est candidat ou pas. Donc voilà, donc, dans tous les cas de figure, il y aura des primaires. Au moment où je connaîtrai tous les candidats aux primaires, je vous dirai quel est mon choix, qui vous soutenez pour les primaires. Je soutiens pour les primaires à gauche, je m'engagerai et ensuite nous espérons effectivement nous engager beaucoup plus loin pour qu'au mois de mai, la France
dont nous faisons partie et des valeurs auxquelles je crois que je partage, qui doivent être gagnants dans cette élection. Merci beaucoup Chantal Berthelot d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci. On poursuit dans l'actualité avec les enseignants d'Auguste Dédé qui poursuivent leur débrayage pour dénoncer le non-classement du collège en zone d'éducation prioritaire. Nous vous en parlions hier. Une délégation d'enseignants et de parents d'élèves a été reçue par le recteur, mais aucun terrain d'entente n'a été trouvé. L'établissement reste donc fermé. On écoute la réaction d'un professeur de collège au micro de Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. Donc le recteur a reçu une délégation de parents et de professeurs hier et il a promis de venir s'excuser personnellement au collège tout en disant que c'est nous qui avons mal compris ses promesses. Donc c'est bizarre de s'excuser alors que c'est nous qui avons mal compris. Donc on voit bien là que clairement il nous prend pour des imbéciles dans ce collège et il pense que les professeurs ne comprennent rien. Et puis il promet quelques moyens pour cette année. Sauf que nous disons nous que ces moyens doivent être durables, doivent être pérennes. Nous ne voulons pas nous mettre en grève chaque année pour avoir des moyens. Et la seule façon pour que ces moyens soient pérennes, c'est que le collège soit classé en REP. Promesse qui a été faite en mars, une circulaire qui a été signée le 23 mars, qui ont été renouvelées en mai à l'Assemblée nationale. Nous demandons une chose simple, juste tenir les engagements. Donc nous avons écrit à la ministre de l'Éducation nationale pour lui poser ces questions-là. Lui dire comment est-il possible de revenir plusieurs fois sur des engagements. Nous demandons une chose simple. Vraiment, c'est juste que cet engagement du classement en REP soit tenu. Et en indiquant bien que toutes les écoles du réseau autour du collège Auguste Dédé remplissent absolument tous les critères pour être classées en REP. Autre mouvement social, le personnel de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, est lui aussi entré en grève illimitée. Les employés réclament notamment plus de moyens humains, de meilleures conditions de travail et soulignent l'inquiétante situation financière de la structure. On écoute le secrétaire général UTG MDPH. Il répondait aux questions de Jonathan Lariot et Stéphanie Puglisi. Il y a une surcharge de travail. Il y a également la sécurisation des locaux, dans les locaux, mais aussi aux alentours des locaux. Et puis des problèmes d'hygiène au travail. Les locaux il y a de l'insalubrité, voilà. Donc nous souffrons de ça. Nous avons fait remonter ces revendications depuis plusieurs mois auprès de la direction, mais nous ne voyons pas au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas d'évolution. Ces problèmes découlent de la situation financière critique de la MDPH, puisque actuellement les dotations qui nous permettent de faire face aux charges et aux missions de la MDPH ne sont pas suffisantes parce qu'elles n'ont pas été négociées à des montants suffisants et qu'on constate une carence de l'État comme on le constatait il y a déjà 3 ans, 3, 4, 5 ans et que ce dossier n'avance pas. Donc on est soumis aux contributions de la collectivité qui elle-même a des difficultés financières. On est soumis à un vrai problème de dotation financière manquante dont découle l'ensemble des problèmes de sécurisation des locaux, de paiement de salaire, d'hygiène, d'accessibilité des locaux et de manière générale d'accueil des usagers puisque ce sont les usagers qui pâtissent en premier de cette situation. Un œil sur l'actualité du côté de nos voisins de la Martinique avec l'affaire Green Parrot. La Cour de cassation a rendu son verdict ce matin. Alfred Marie-Jeanne, sa fille et son gendre seront finalement jugés à Paris. Rappelez-vous, l'ancien président de région et une partie de sa famille sont accusés de faux, usage de faux et prise illégale d'intérêt dans une affaire de subvention pour la construction d'écoles à la Dominique et à la Grenade. Le procureur général avait sollicité le dépaysement du procès, finalement accepté. Ce dépaysement fait réagir le camp Marie-Jeanne qui dénonce une manipulation politique. Reportage Marie Tricot et Michelet François. Ce ne sera finalement pas ici, au tribunal de grande instance de Fort-de-France, que le procès du clan Marie-Jeanne sera jugé. La Cour de cassation a annoncé que la poursuite des débats aura lieu en territoire neutre, à Paris. En mars dernier, la première audience de la très médiatique affaire du Green Parrot avait déchaîné les passions. Les nombreux sympathisants marie-jeannistes avaient envahi le prétoire dans une ambiance électrique. Finalement reportés, les débats devaient se poursuivre le 9 novembre prochain à Fort-de-France. La décision de dépayser le procès a été motivée par le besoin de dépassionner un dossier brûlant et politique, menacé par les tentatives de déstabilisation, selon le procureur général à l'origine de la requête auprès de la Cour de cassation en août dernier. Pour le camp Marie-Jeanne, cette décision est un affront. Je dis que c'est une honte. Un camouflet d'abord pour les juges de la Martinique. Une insulte, une injure
pour le peuple martiniquais, car tout cela est fait au nom du peuple français. C'est une marche arrière à une époque que l'on croyait révolue, celle des procureurs du roi, qui obéissaient et qui obéissent encore aujourd'hui à un pouvoir, au service d'un clan, d'un parti. En réalité, ils ont compris que le 9 novembre, ils avaient perdu, qu'Alfred Marie-Jeanne allait être relaxé. Ils ont eu peur. Et ils ont préféré botter en touche, se souvenant que dans 6 mois, il y avait des élections législatives et qu'une relaxe d'Alfred Marie-Jeanne, le 9 novembre, allait être un tsunami politique pour eux. Est-ce que le fait de lui faire traverser l'Atlantique en fera une procédure valide? Non. Ce dossier restera celui qu'il est, que ce soit à Paris, à Cayenne ou partout dans le monde, c'est-à-dire une poursuite politique. Dans l'histoire judiciaire martiniquaise, d'autres dossiers sensibles ont déjà fait l'objet d'un dépaysement. Pour mémoire, le procès emblématique des 16 de Basse-Pointe ou encore celui du meurtrier présumé d'Antoine Siger avaient connu leur dénouement hors de nos frontières. Sur le nombre de décisions judiciaires, c'est plutôt une exception, mais le dépaysement dans des affaires sociopolitiques un peu chaudes, on va dire ça comme ça, est relativement fréquent. On a de manière quasiment systématique, quand les événements impactent l'environnement politique, quand il y a un soutien populaire fort ou quand les affaires défraient la chronique, de manière assez classique, il y a du dépaysement, on va dire, pour calmer un peu les choses. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne nouvelle pour Alfred Marie-Jeanne, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que de manière systématique, on a pris une dizaine de cas. Le dépaysement est largement favorable à la défense, puisque de manière quasiment systématique sur les 10 cas qu'on a traités, nous, les accusés sont acquittés. Et c'est probablement une tendance générale d'apaisement, de volonté de dépayser pour calmer les choses, et puis probablement pour que le parquet ne soit pas accusé d'avoir fait condamner quelqu'un en dépit de la pression populaire ou à cause de la pression populaire. Pour l'heure, les conseils de la famille Marie-Jeanne n'excluent pas d'aller à l'encontre de la décision de la Cour de cassation. Seul recours possible désormais, en appeler à la Cour européenne des droits de l'homme. En Guadeloupe, à présent, nous vous en parlions en début de semaine. Les fortes pluies qui se sont abattues sur tout le territoire le week-end dernier ont littéralement noyé une partie des cultures. Patrick Curie et Moïse Dexter sont allés à la rencontre de quelques maraîchers qui se disent inquiets. Regardez. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues, les maraîchers ont été les plus touchés. On a des plantes, par exemple, qui peuvent arrêter, qui peuvent survivre, mais qui arrivent, ils peuvent perdre de rendement. Ça veut dire que si, par exemple, vous pouvez sortir 10 tonnes à l'hectare, vous pouvez sortir peut-être 3 tonnes ou 4 tonnes à l'hectare. Là, vous pouvez regarder les champs là, vous pouvez voir, par exemple, on est plus de 70% si l'on est là, qui mort, qui séchait complètement par rapport à de l'eau là, et ensuite on a un pointe qui restait. Donc ça veut dire qu'on est peut-être 20 à 30% qui restait. La diversification, c'est des cycles courts qui ont entre 60 et 75 jours. Ces plantes-pas ne résistent pas beaucoup à de fortes pluies, à de fortes millimètres d'eau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le marché de gros de Liane, nos producteurs, il y avait moins de voitures, moins de producteurs sur le marché de gros. Il y avait à peu près entre moins 40 à 50% de production. Une perte colossale pour cette économie qui aura des répercussions sur les prix. Aujourd'hui, on a perdu plus de 50% de la production. Il faut dire qu'aujourd'hui, les tomates, les prix ont monté, la concombre, ça a monté, les prix, ça ne tient pas, les fruits pourrissent vite. Donc, de toute façon, les consommateurs voient le changement. Donc aujourd'hui, comment on va s'en sortir, je ne peux rien vous dire. Les maraîchers souhaitent que l'état de catastrophe naturelle soit décrété pour bénéficier des aides prévues à cet effet. Et justement, le désastre aura bel et bien des répercussions sur les prix des fruits et légumes. Voyons ce qu'annoncent les agriculteurs avec Patrick Curie et Moïse Dexter. Sur le marché de la Darse à Pointe-à-Pitre, les intempéries de ces derniers jours se répercutent déjà sur les prix des fruits et légumes. Avant la pluie, c'était déjà un prix un peu élevé. Mais maintenant, là, je ne sais pas, pour la semaine prochaine, ce sera plus cher encore. Il y a beaucoup de légumes aussi qui seront absents. Il n'y aura pas même. Et les tomates arrivent jusqu'à 5 € le kilo. Et la salade, même 8 €. Un peu plus loin, c'est le même constat. 3 jours, là, puis la tombée. Il n'y a pas augmenté pour la tomate, puis c'est pas ni.
C'est concombre qui n'y a en quantité. Pani laitier, envoyé au avant des 3 dimanches mon matin. Alors, mais c'est à partir de demain, qui dit vraiment qu'il va augmenter. Et du côté des clients, certains s'en accommodent. Les prix, on ne peut rien dire, il faut accepter comme elle est. La vie, elle est dure maintenant. Non, toujours 2 euros. C'est ça, ça qu'on achète. De la semaine dernière, aujourd'hui, j'en ai acheté la semaine dernière, c'était pas cher. Cette semaine, j'ai pris, c'était pas cher. Pour d'autres, ce nouveau coup au porte-monnaie n'arrange pas les affaires. La semaine dernière, là, on pouvait trouver 3 têtes de salade bien baraquées à 2 euros. Mais maintenant, là, on trouve à 3 euros, 2,50 €, c'est pas normal. 3 têtes que j'achetais pour 2 euros, là, je l'achète à 3 euros. Et si le temps ne s'améliore pas, la saison ne s'améliore pas, eh bien, on va pouvoir acheter des doubles, triples prix qu'on l'achetait auparavant. Dans les prochains jours, les prix risquent de flamber. En cause, notamment, la rareté de certains produits. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Accès cadenassé et barrages filtrants, la grève illimitée a bien démarré à la CTG ce matin. La question de la préparation de l'actuelle collectivité et les disparités de traitement entre les anciens des conseils généraux et régionaux agitent toujours autant les agents. Et celle-ci se poursuit. Les enseignants du collège Auguste Dédé à Remire-Montjoly n'ont toujours pas repris les cours. Mobilisés pour dénoncer leur non-classement en zone d'éducation prioritaire, ils attendent des réponses favorables de l'académie. Enfin, la Cour de cassation a rendu son verdict ce matin. L'ancien président de région martiniquais et ses proches seront finalement jugés à Paris dans l'affaire dite Green Parrot. Le camp Marie-Jeanne dénonce une manipulation politique. Merci de nous avoir suivis, mais ne partez pas. Dans un instant, l'information nationale et internationale est présentée par nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, à demain.